Monsieur Jean-Marie Kassamba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la chaîne de télévision Télé 50. Est-ce que vous pouvez nous faire un point ou une analyse sur le discours du président Joseph Kabila qui s'est exprimé devant le Parlement le mardi 15 novembre à Kinshasa? Oui, je précise aussi que je suis le coordonnateur national de la révolution de la modernité, c'est-à-dire la vision du président de la République. Je suis le président de journalistes ici à Kinshasa et j'enseigne par ailleurs à la jeunesse congolaise au niveau d'enseignement supérieur universitaire ici. Qu'est-ce que je peux vous donner comme résumé de ce qui s'est passé hier? On parlait du peuple. C'est l'adresse annuelle que le chef d'État donne, cette adresse au Parlement, eu égard à ce qui est prévu par la Constitution, c'est-à-dire l'état de la nation une fois l'an devant le Congrès. Il a rappelé d'abord l'histoire depuis 15 ans qu'il a à la tête de notre pays, d'où est-ce que nous venons, parce que les gens ont tendance souvent à oublier que c'était le Congo, le Zaïre de Mobutu, il y a à peine 17 ans. Et donc, aujourd'hui, le Congo, avec ses paramètres qu'il présente, c'est le fruit d'un travail acharné, méthodique, d'un Joseph Kabila, moins de 30 ans, qui aujourd'hui est devenu un président de la République bientôt cinquantenaire, avec des résultats qui n'ont envié à certains pays d'Afrique. Et donc, le paramètre aujourd'hui nous donne la certitude qu'on peut maintenant organiser nos élections d'une manière régulière, stabiliser les institutions, pour continuer ce travail qui a été amorcé depuis le 17 mai 1997. Et donc, l'accord découlant du dialogue que lui-même a convoqué va permettre dans quelques jours la mise en place d'un nouveau gouvernement avec un Premier ministre issu de l'opposition. Et ça va permettre de continuer le travail formidable que Matata Ponyo, Premier ministre, a pu faire sous le leadership du président Kabila. Donc, en résumé, bilan de 15 ans, état des lieux du Congo d'aujourd'hui, perspective pour permettre à notre pays d'avancer, avertissement à ceux qui concoctent des petits complots à travers le monde, surtout dans les officines, et à une certaine frange de la classe politique qui prend souvent en otage notre pays pour qu'il n'avance pas. Parlons-en. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Parlons-en. Lorsque le président Joseph Kabila parle de cette frange de la classe politique, de qui il parle précisément? Parce qu'il faut nommer les choses. Vous êtes un de ses représentants. Alors, de qui parle-t-il lorsqu'il parle de cette frange? Est-ce que aujourd'hui le rassemblement de l'opposition fait partie de cette frange qui prendrait en otage l'État congolais? Écoutez, moi je suis un journaliste plus qu'indépendant et je suis à la fois congolais et kassaïen de préférence. Donc je peux vous dire que nous avons dans notre pays notre compatriote et frère Etienne Tshisekedi depuis 30 ans, qui a pris en otage d'abord les Kassaïens. Nous, Kassaïens, nous sommes victimes de cette prise en otage avec cette politique de refus de la chaise vide permanente et du radicalisme qui ne dit pas son nom. Notre province est sous-développée aujourd'hui à cause de cette résistance-là. Nous avons été des victimes de cela pendant très longtemps. Et ceci a été transposé sur le plan national. Remarquez que quand le dialogue a été initié, Tshisekedi était parmi les gens qui voulaient qu'il y ait ce dialogue. Des négociations ont eu lieu à Paris, à Ibiza, un peu partout, avec sa bénédiction, avec même des passeports diplomatiques établis et des ordres d'émission établis pour les comptes de l'IDPS. Tout a été signé, y compris des accords pour gérer la transition ensemble. Et il a fallu attendre l'intervention de Katumbi dans cette affaire avec G7 pour qu'Agenval qu'on remette tout en cause et qu'on aille dans une espèce de crispation qui ne voulait pas dire son nom. C'est un peu tout cela qui a fait qu'aujourd'hui, le peuple, la population a été prise en otage par ces desiderata un peu contradictoires de ce que vous appelez rassemblement. Moi, je ne pense pas qu'il y a rassemblement, il y a tout simplement association de quelques personnes
personnes de l'opposition qui n'ont pas en réalité même pas de base commune, même pas de projet de société commun, rien du tout. Monsieur Kassamba, dans des petits calculs de retrouver. Voilà. Monsieur Kassamba, est-ce que ce que vous êtes en train de dépeindre sur le rassemblement, c'est pas également l'image de la majorité présidentielle qui serait aussi un groupe de personnes qui n'auraient pas la même philosophie politique, mais qui se sont retrouvées juste pour garder le pouvoir? Mais vous m'avez parlé du rassemblement. Moi, je vous dis que c'est pas le rassemblement. C'est tout simplement une association de gens. D'abord, Étienne Tshisekedi a été toujours un peu dans l'opposition depuis bien longtemps, même s'il a toujours collaboré avec Mobutu ou même avec le pouvoir en place, qui d'une manière ou d'une autre, il reste en contact et il y a toujours des avantages, des faveurs qui sont accordés. Et puis des gens qui ont traversé la rue seulement hier, enfin ce matin, on ne pourrait pas dire il y a quelques heures. Il y en a un qui était gouverneur pendant presque 10 ans, puis quelques-uns qui étaient des ministres, des députés au niveau de l'Assemblée, etc. Et tous ces gens-là ne peuvent pas se dire aux opposants. Ce sont des gens qui sont juste replacés pour pouvoir renégocier ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, pour revenir au pouvoir. Et donc, on ne peut pas bloquer toute une nation à cause, les Franco appelait la course au pouvoir des quelques personnes. Monsieur Kassamba, permettez-moi de revenir sur le discours du président Joseph Kabila et de vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec le député Patrick Mouyaya, comme il a déclaré à Jeune Afrique, que le discours du président Kabila semble être un discours de fin de règne d'un président qui est prêt à partir et à laisser le pouvoir? Non, c'est une très mauvaise appréciation, une très mauvaise lecture et une incompréhension patente de ce qui a pu être dit hier. Moi, je n'ai pas écouté un Joseph Kabila en fin de règne, j'ai écouté un chef de l'État qui a consolidé un État, un chef d'État qui a permis au Congo de devenir un État qui existe et qui aujourd'hui est sur la voie de stabiliser les institutions pour avancer. Et donc, peut-être que les gens de Jeune Afrique ou autres essaient d'orienter leur appréciation par rapport à ce qui a été dit hier. Moi, j'étais dans la salle et j'ai même le discours avec moi. Il n'est rien du tout de faire de règne. Ça, ce sont des raccourcis tellement ramassés d'une manière expéditive que ceux qui en avancent ne comprennent même pas les contenus. Monsieur Kassamba, le président Kabila a affirmé également que la Constitution n'a jamais été violée. La Constitution sera encore une fois respectée. Mais est-ce que lorsqu'on n'organise pas des élections en temps et en heure, comme prévu par la Constitution, cela n'équivaut pas à une violation de ce texte? Mais écoutez, d'abord, il faut comprendre que la Constitution, c'est un texte qui est rédigé par des Congolais pour gérer, servir d'un texte de base pour la conduite d'une nation. Mais la Constitution rencontre la réalité du terrain. Il faut d'abord noter que, c'est pas un président de la République, selon cette Constitution que vous évoquez tout le temps, qui organise les élections. La Constitution reconnaît à la CENI, Commission électorale indépendante, qui organise les élections. Mais le président, il est garant. Attendez, monsieur, attendez. Il est garant. Le président, il est garant. Le garant ne veut pas dire qu'il exécute tout. Donc le président est garant aussi de l'opposition. Il est aussi le garant de l'opposition, il est aussi garant, non, il est garant, c'est-à-dire il est au-dessus de tout pour regarder le bon fonctionnement de l'ensemble de la société. Mais chaque acteur joue un rôle important. Il faut laisser à chaque acteur la latitude d'exécuter les missions qui lui sont conférées. Sinon, il y aura ce qu'on appelle l'ingérence dans les institutions, il y a la séparation de pouvoir. Et donc, les prérogatives de la CENI sont légitimes et souveraines. Et donc, la CENI n'a pas pu organiser les élections compte tenu des résultats de situations que je vous ai toujours dit, la classe politique qui a rejeté des calendriers à chaque fois, qui n'a pas accepté un certain nombre de dispositions, qui s'est opposée à tout ce qui a été proposé, et la communauté internationale qui n'a pas joué du jeu de mettre en place des moyens nécessaires. Bon, on ne va pas revenir sur l'histoire, tout ceci a été discuté au dialogue, on va avancer. Et donc, le chef de l'État, laissez-moi terminer, a toujours respecté la Constitution. La Constitution le sera du premier au dernier article. Mais encore une fois, les souverains primaires, c'est le peuple. Et si le peuple décide d'amender cette Constitution, il le fera légitimement, comme ça se fait aujourd'hui dans beaucoup de pays, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, dans beaucoup de pays, y compris en France, on change des constitutions. Donc ce n'est pas la Bible et
la RDC ne sera pas le premier pays à modifier sa constitution. Monsieur Kassamba, on parle du glissement en RDC et aujourd'hui, on le vit encore. En tout cas, permettez-moi de relater cela, c'est-à-dire que l'accord signé à la cité de l'OUA devait normalement, au bout de 21 jours, voir un gouvernement d'union nationale prendre place. Mais après, on nous a expliqué que les 21 jours démarraient à compter du moment où le président Joseph Kabila réceptionnait le fameux accord. Mais nous voilà aujourd'hui 21 jours plus 21 jours après, donc nous sommes déjà au 16 novembre et il n'y a toujours pas de gouvernement d'union nationale. Comme l'a titré, encore une fois, je vais faire référence à mon confrère Trésor Kibangula, est-ce que là encore, nous n'assistons pas à l'art de glisser comme Jeune Afrique l'avait titré? Les Jeunes Afrique n'est pas très informé. Il faut quand même faire une gymnastique intellectuelle. Lorsqu'on dit que cet accord doit être inclusif, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ceux qui n'ont pas été à la cité de l'Union africaine. À quoi a servi la mission de la CENCO? La CENCO était partie chercher ceux qui ne sont pas encore dans cet accord. Heureusement qu'il commence à venir un à un. Alors, d'un côté, vous voulez que ça soit inclusif, qu'on puisse intégrer ceux qui sont dehors. De l'autre côté, vous voulez que ça soit fermé pour que les autres ne puissent pas y participer. Mais c'est contradictoire. Donc, il faut dire à vos amis des Jeunes Afrique qu'ils n'ont rien compris à l'inclusivité. Maintenant, ce qui doit être compris est que le chef d'État l'a dit hier, dans quelques jours, il va y avoir un nouveau Premier ministre, ici donc de l'opposition. Et donc, vous aurez le gouvernement et les nouvelles institutions qui vont se mettre en place pour que les choses avancent. Le plus important, c'est pas de nommer le Premier ministre, c'est de mettre en place un gouvernement qui va intégrer beaucoup des Congolais, y compris de l'opposition, qui autrefois donnaient beaucoup de leçons et qui seront désormais aux commandes maintenant. Une réaction de votre part, vous qui êtes directeur d'une chaîne nationale et puis président de l'Union des journalistes congolais, en tout cas au niveau de Kinshasa. Comment avez-vous reçu la décision du ministre de la Communication, M. Lambert Mende, lorsqu'aujourd'hui on brouille les signaux de RFI, de Radio Okapi, et il sort un décret disant qu'aujourd'hui, tout organe de presse étranger qui voudra émettre en continu sur le territoire congolais devra s'associer avec les Congolais, et les Congolais devraient avoir 51% de part dans la société en question. Mais c'est une très bonne décision. D'abord, en tant que Congolais, on doit avoir le contrôle de nos médias. En France, en Belgique, aux États-Unis, il n'existe pas de médias étrangers qui viennent et qui sont en exercice sans le contrôle ni de l'administration, ni de la législation de ce pays. C'est seulement dans nos pays d'Afrique où on laisse comme ça des médias internationaux, entre guillemets, qui viennent, qui nous balancent les textes, qui nous balancent les images, etc., sans aucun contrôle. Le CSA, par exemple, en France, ne peut pas accréditer un média étranger et sans le contrôle de l'administration centrale. Et donc, il était temps quand même que le Zaïre, plutôt le Congo d'aujourd'hui, et j'ai dit bien les Zaïre, parce que depuis les Zaïre, que la législation qui nous gère aujourd'hui, il n'y a jamais eu des textes aussi qui puissent protéger l'emploi national. Si vous voulez bien que je parle de la Bible, de la Radio France Internationale et des Radio Okapi, de quoi il s'agit? RFI a signé un accord avec la RDC pour s'implanter ici, avoir des fréquences, et réciproquement que la France octroie aussi des fréquences, d'abord en commençant par la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Le ministre Mende a fait plus de 10 voyages en France, jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucun signal de la chaîne nationale en France. Ce n'est que justice que la RDC demande la réciprocité. Ça, c'est de 1. De 2, Radio Okapi, dans le cas des Nations Unies, avait demandé chez les Nations Unies ce qu'on appelle l'accord des sièges. Ça veut dire quoi? Radio Okapi n'est là que pour donner des informations en rapport avec la mission des Nations Unies. La MONUC, autrefois, aujourd'hui la MONUSCO. Ils n'ont rien à voir avec les informations générales, la publicité, les débats, tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont hors accord qui a été signé.
Il y a eu même des réunions qui ont été faites, moi-même j'y ai participé, avec les gens de la MONUSCO qui sont en train de changer maintenant leur programmation pour se conformer à cet accord de siège. Et donc, il ne faut pas que les gens confondent ce qu'on appelle la censure, ou je ne sais pas moi, la dictature, avec ce qui est réellement la situation du terrain. Les gens fonctionnent sans respecter les textes en vigueur et en imposant aux Africains leur point de vue, etc. Et pour une fois que les Africains essaient de s'approprier quand même la décision de leurs médias, ça n'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Moi, j'ai connu tout ce qui est censure. Je suis moi-même journaliste et président des journalistes, mais je suis en même temps congolais, africain, pour que nos espaces médiatiques soient aussi gérés par les Africains. Il n'y a aucune contradiction à ça. Monsieur Kassamba, vous parlez d'un droit de reprendre en main la presse ou l'espace de l'audiovisuel. La gestion des médias. La gestion des médias, ok, on est bien d'accord. La reprise en main de la gestion des médias par les Congolais ou par les Africains. Mais est-ce que pour le cas du Congo, par exemple, ce n'est pas tout simplement le témoignage ou la preuve que les acteurs des médias congolais, en fait, ont un gros déficit et ils n'arrivent pas à répondre aux attentes du public. Voilà pourquoi des chaînes étrangères arrivent finalement à combler ce vide. Non, du tout. Il y a beaucoup de bons journalistes au Congo. Il y a même de médias qui ont des moyens techniques pour couvrir leur territoire. Mais c'est toute une question de ligne éditoriale. Ça veut dire quoi? Il y a toute une espèce de domination médiatique qui fait que les gens qui ont un peu plus de moyens technologiques imposent leur ligne éditoriale, parfois avec des informations très orientées. Et si vous ne prenez pas conscience de cela, c'est ça la guerre aujourd'hui au niveau international, c'est la guerre médiatique. Eh bien, si vous ne prenez pas conscience, vous serez inondé par des médias. Et c'est aujourd'hui aux Africains de s'approprier un tout petit peu la ligne éditoriale de leur système d'information. Et donc, ce n'est pas de la censure. C'est tout simplement l'appropriation de l'encadrement des masses par des informations justes. Je vous donne deux exemples. Lorsque RFI, à longueur de journée, tape sur le Burundi, tape sur la RDC, tape sur certains pays, et ne tape pas sur le Mali, la République centrafricaine ou la Côte d'Ivoire, c'est deux poids, deux mesures. RFI ne tape pas sur la CPI, qu'on sait qu'aujourd'hui la CPI est injuste vis-à-vis de la gestion de la justice internationale, c'est injuste. Mais pourquoi les Africains qui sont notamment à l'étranger, ils ne peuvent pas se préoccuper de tout cela? C'est pour ça qu'au niveau de la RDC, on essaie de faire ce travail-là avec conscience. Mais est-ce qu'aujourd'hui, M. Kassamba, par exemple, votre titre à vous qui pose problème, en tout cas en termes de déontologie, vous êtes un enseignant également, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Est-ce qu'on peut être un directeur de médias et en même temps faire la promotion de l'action présidentielle? Mais écoutez, je vous donne un exemple très simple. L'actuel secrétaire général de la Maison-Blanche, qui vient d'être nommé par Donald Trump, c'est le patron du site internet le plus connu aux États-Unis, qui a d'ailleurs, pendant toute cette campagne électorale, n'a fait que gérer. D'ailleurs, on vient d'ouvrir même la filiale de ces sites en Europe. Henri Sagnier, il a été bien... non, Claude Sérillon, exactement. Claude Sérillon a été nommé par François Hollande. Il a même travaillé avec Sarkozy à un moment donné, au niveau de l'Élysée. Jacques Sekela, je vais vous en citer, tous les responsables des médias, tous les responsables même d'agences de communication, etc. Il y a eu toujours des proximités avec... Mais ils étaient plus au poste, ils étaient plus en fonction, ils avaient quitté leur fonction. Non, monsieur, je vais vous signaler que le monsieur qui vient d'être nommé secrétaire général de la Maison-Blanche par Donald Trump, son site est en fonctionnement. Et on vient d'ouvrir la filiale maintenant en Europe. Pas plus hier que ça a été ouvert en Europe. En tout cas, ils ont encore 2 mois pour prendre fonction au sein de la Maison-Blanche et on verra qu'est-ce qu'il va faire. Mais si on parle des autres... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement se concentrer, c'est qu'il va faire comme travail au niveau de la Maison-Blanche, mais il gardera la ligne éditoriale. Regardez aux États-Unis, vous qui parlez souvent de l'objectivité, il y a eu des musiciens qui ont chanté pour Hillary Clinton, d'autres ont chanté pour Donald Trump. Je n'ai pas vu de combattants américains taper sur ces musiciens et dire que ces musiciens, ce sont des militants. L'objectivité dont vous avez toujours tendance à parler,
c'est une notion relative. Lorsque vous avez une mission par rapport à une certaine rationalité ou un patriotisme vis-à-vis de votre pays, vous faites le travail, il n'y a aucun souci par rapport à cela. Monsieur Kassamba, vous avez été énormément également critiqué lorsque vous avez mis en place le prix Matata Mponyo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi ce prix-là alors que le fameux Premier ministre démissionnaire est énormément critiqué, sachant par exemple qu'il a pris la gestion d'un pays avec un budget d'à peu près 9 milliards de dollars et il le laisse à moins de 5 milliards de dollars? Monsieur, je pense que quand vous faites des analyses, ayez un minimum de réflexion rétrospective. Matata Mponyo, c'est l'un des meilleurs premiers ministres de ce pays. Ce qu'il a pu réaliser en moins de 5 ans. Congo Airways, les bateaux, les infrastructures, la stabilité macroéconomique, la gestion de la monnaie, c'est sans précédent dans notre pays. La conjoncture de la baisse de la monnaie ou de la baisse budgétaire, le budget ça se gère année par année, ça c'est conjoncturel. Mais les macroéconomies, la macroéconomie de notre pays est stable aujourd'hui. La RDC c'est un pays viable avec une résilience qui n'a pas envie à beaucoup de pays. Et regardez ce qui se passe en Angola, au Gabon ou dans d'autres pays. Et donc, la probité morale, les valeurs représentées par Matata Mponyo ont fait que nous avons choisi ces modèles pour qu'ils servent demain de référence pour octroyer un prix en termes de gouvernance. Matata n'était pas le bénéficiaire de ce prix. Le prochain bénéficiaire, c'est au mois de mars de l'année prochaine et vous verrez que les critériums seront respectés à 100%. Et donc, ceux qui font des commentaires parfois d'une manière lapidaire, ils n'ont qu'à regarder l'histoire de ce pays, de tous les premiers ministres qui sont passés, lequel a pu réaliser les performances de Matata Mponyo, et après on pourra discuter. Une dernière question, Monsieur Kassamba, avant de terminer, c'est de vous demander, est-ce que vous êtes candidat pour un poste ministériel avec le gouvernement d'union nationale qui va être prochainement constitué? Est-ce qu'on peut être candidat ministre? Oui, il plaît au chef de l'État de nommer les ministres. N'importe qui ne peut pas dire moi je suis candidat ministre. Il faut laisser au président de la République la latitude de nommer qui il veut. C'est ça ce que la Constitution le reconnaît et c'est ça le prérogative du président de la République. Moi je sers plus que ministre et ça fait 10 ans que je me suis plongé dans la vie de notre pays. Je le fais avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Être ministre pour moi c'est pas un objectif a priori, mais si la mission arrive, je vais l'accomplir avec toujours le même courage et le même dévouement. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Kassamba, directeur de Télé 50, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chers internautes, merci d'avoir suivi Droit de Cité. À bientôt. Au revoir. Merci.